Bonjour à nos invités, bonjour Mathieu Hoc. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio. Bonjour Alexandre Malafaille. Bonjour Cyril de la Moyenne. Très heureux d'être avec vous et on va parler d'une actualité, l'actualité qui est brûlante. On a pas mal d'actualités aujourd'hui et malheureusement sans faire de jeu de mots, on parlera tout à l'heure évidemment des feux de forêt. On a une immense pensée pour les pompiers, en rappelant qu'il y a deux morts en Gironde. On va parler évidemment de ce qui s'est passé ce matin avec le gouvernement et ce Conseil des ministres. La ministre de l'écologie, Monique Barbu, qui a confirmé son départ sur les réseaux sociaux au départ, et elle s'opposait bien sûr au projet de loi agricole qui a été adopté au Parlement, qui prévoit la réintroduction de certains pesticides interdits jusqu'alors, mais là, Emmanuel Macron refusé sa démission lors du premier Conseil des ministres ce matin. Un départ qui fragilise le bloc central. Première question à Mathieu Hoc. Est-ce que le chef de l'État, en refusant cette démission, a-t-il voulu protéger le reste du socle commun qui s'est largement divisé lors de la loi sur l'urgence agricole ? Alors, en tout cas, s'il a voulu faire ça avec cet objectif-là, ça risque de mal se passer, puisqu'en réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il amplifie et qu'il acte la fracture au sein du socle commun, puisqu'il faut rappeler que dans le socle commun figure malgré tout encore des ministres anciennement issus des Républicains, et donc notamment Annie Genevard, même si depuis le départ de Bruno Retailleau, les choses ont un peu changé. Pour autant, on voit bien qu'il y a un clivage entre, on va dire, les parlementaires issus de l'aile droite de la Macronie et des Républicains, avec un clivage plutôt qui vient du bloc central historique, donc plutôt du parti Renaissance d'Emmanuel Macron, et qui aujourd'hui se fracture sur la question agricole, alors même pour autant que les agriculteurs, et ça c'est quelque chose qu'il faut peut-être rappeler d'un point de vue de la sociologie électorale, les agriculteurs sont plutôt des gens qui votent pour la droite républicaine et qui ont même voté en premier lieu en 2022 pour Emmanuel Macron, qui ont placé Emmanuel Macron en tête par rapport au Rassemblement national ou à Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est un problème effectivement d'équation politique au niveau parlementaire, mais ça va être aussi un problème entre guillemets dans la legacy, si je reprends le terme que prend le président de la République, vis-à-vis du monde agricole. Alors Alexandre Malafaille, comment vous interprétez cette démission finalement refusée par le président de la République ? Peut-être que Emmanuel Macron a expliqué à Madame Barbu que dans transition écologique, il y avait le mot transition. Et qu'effectivement, on peut avoir des convictions écologiques, il faut les avoir de manière chevillée au cœur parce qu'il y a de vrais sujets, mais pour autant, c'est pas une religion, c'est pas un dogme, c'est pas une idéologie, l'écologie. C'est quelque chose de très concret. Et donc, la question aujourd'hui qui se pose à nous tous, que ce soit sur l'usage de certains produits ou sur la protection de la nature et sur nos comportements en général par rapport aux enjeux climatiques et je vais dire, sécuritaires sur le plan sanitaire, parce qu'effectivement, les pesticides, c'est pas le lien direct avec le réchauffement, mais par contre, c'est important sur l'impact que ça a sur la nature, sur la faune, sur la flore. Tout ça mérite de donner effectivement les moyens et du temps. Oui, donc, mais certains agriculteurs, quand on les interroge, nous disent l'agriculture raisonnée, c'est très bien, mais vous avez des humains qui prennent des antibiotiques, pourquoi on ne pourrait pas leur donner quelques éléments, quelques médicaments qui sont, c'est les pesticides, mais de manière effectivement raisonnée. Non, mais on peut faire ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, sur un certain nombre de produits, le problème, c'est qu'on n'a pas encore trouvé les bonnes solutions pour garantir performance, rendement, culture, etc. Donc, en effet, il y a des recherches qui sont en cours, notamment pour les érythromycides. On est en train d'essayer de faire le job, mais c'est encore pas à maturité. Donc, tant qu'on n'aura pas trouvé la bonne solution sur préserver nos cultures à un niveau de production et de coût qui est satisfaisant, il faut donner encore un peu de temps au temps. Mais c'est pour ça qu'elle a raison, si c'est simplement la motivation qui l'a convaincue, de rester pour essayer d'accompagner ces démarches, plutôt que de claquer la porte au nom d'un espèce de primat d'idéologie. Moi, je pense qu'il faut être très pragmatique sur ces questions-là. Parce qu'en effet, quand vous avez des produits qui détruisent une partie de la faune pour préserver une partie de la flore, il faut se poser la question bénéfice-risque. À court terme, c'est peut-être bien. À moyen long terme, c'est sûr que si vous avez un impact sur les abeilles dans une zone géographique donnée, ça a des conséquences. C'est ce que disent les apiculteurs, effectivement. On va écouter sur Europe 1 à 13h21 Maude Bréjon, qui est la porte-parole du gouvernement et qui réagit à la démission finalement refusée du président de la République de la ministre Monique Barbu. La ministre de l'écologie a effectivement présenté sa démission au président de la République. Ils ont convenu d'un désaccord sur la loi agricole telle qu'elle a été votée au Parlement et non pas telle qu'elle avait été présentée et proposée par le gouvernement. Le président de la République a refusé sa démission et ils se sont en revanche accordés sur 3 piliers fondamentaux qui fondent son action. La question des forêts, la question de l'eau et la question de la santé environnementale. 3 piliers, 3 chantiers donc sur lesquels Monique Barbu a accepté de rester pleinement investie.
Voilà, la porte-parole du gouvernement, Maud Brejon. Alors Emmanuel Macron a usé 8 ministres de l'écologie en 10 ans. Je dis bien 8 ministres. Est-ce que ces 8 ministres, en série, donc est-ce que ça ne traduit pas une absence de véritable politique écologique du chef de l'État pour vous, Mathieu Hoc ? En fait, pour répondre à votre question, ce qui est difficile à dire sur le bilan du président de la République sur les questions environnementales, et nous on a travaillé sur le bilan d'Emmanuel Macron sur ces 2 quinquennats, en fait c'est qu'il n'y a pas de mesure totémique phare qui pourrait illustrer sa politique environnementale. Si vous prenez les autres sujets, on peut être pour ou contre, mais sur les questions économiques, il y a eu la volonté de faire une politique d'offre. C'est un aspect qu'il a mis en avant. Sur la question du numérique, il a fait la Startup Nation. Donc il y avait une politique dont on est capable de donner une mesure ou en tout cas un cap. Sur les questions environnementales, il a fait beaucoup de changements. Au départ, il était sur les questions énergétiques, il a été très contre le nucléaire en voulant, sur la base du logiciel social-démocrate, baisser la part du nucléaire dans le mix énergétique pour favoriser les ENR. Il est revenu sur ces sujets-là. MaPrimeRénov', donc la rénovation thermique des logements, donc ça n'a pas abouti au nombre le DPE, c'est un peu la catastrophe pour les propriétaires. Ils ne savent plus comment faire. Et en plus, ça n'est même pas allé au bout. Il n'est même pas allé au bout de sa logique. C'est pour ça que je dis qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et sur les questions agricoles, là, un vrai problème qu'il a, c'est que la crise agricole dure depuis janvier 2024. Oui. En réalité, elle couvait depuis bien plus longtemps. Mais il n'a plus rien à offrir aux agriculteurs. Nous, on avait sorti un rapport juste en quelques secondes sur comment un gouvernement répond à une crise agricole. Il y a plusieurs manières de faire. La première est souvent historiquement ce qu'on fait depuis les années 90, c'est la politique du chèque. On voit bien qu'avec 130 milliards d'euros inscrits au déficit public de l'année 2026, il y a plus d'argent à donner supplémentaire aux agriculteurs. On se souvient des aides Attal, c'était 400 millions d'euros rapportés au nombre d'agriculteurs, ça ne fait pas grand-chose. Et le deuxième chose, c'est les aider sur des pesticides, exemptés sur des pesticides pour qu'ils soient plus compétitifs par rapport aux acteurs européens et aux acteurs internationaux. Et là, pour le coup, ça ne fonctionne pas. Je voudrais poser une question à Alexandre Malafaille sur la loi elle-même. Cette interdiction, c'est la règle, on est d'accord sur les pesticides, mais l'utilisation reste une exception. Est-ce que c'est une mesure indispensable à l'agriculture française pour conserver sa compétitivité? Est-ce qu'on pouvait s'en passer? Est-ce qu'il fallait absolument cette loi qui réintroduit certains pesticides pour que l'agriculture française puisse nourrir les Français? Parce que c'est ça l'enjeu. J'allais vous dire, c'est une question de choix politique. C'est que voulons-nous, à l'époque où on parle de souveraineté alimentaire et de sécurité alimentaire, que voulons-nous? Est-ce qu'on veut, sur certaines filières, il n'y en a pas 50 qui sont vraiment concernées, c'est pour ça qu'on parle d'exception, parce que malgré tout, depuis les dernières décennies, l'agriculture française a fait des progrès considérables sur l'usage des intrants, des pesticides, etc. On a plutôt été très performants et on arrive à un niveau d'exemplarité par rapport à ce qui se fait dans le monde qui est plutôt assez remarquable. Mais dans certaines filières, sur les noix, pour la betterave, etc., vous avez encore des problématiques de fond. C'est-à-dire que si vous décidez effectivement de supprimer ces produits, on l'a vu avec la filière betterave, vous faites un choix politique. Mais dans ces cas-là, vous assumez le fait qu'on ne fera plus de betterave et donc on ne produira plus de sucre en France. C'est un choix. Mais dans ces cas-là, on va jusqu'au bout de la démarche. On le dit aux agriculteurs qui sont concernés. On assume les conséquences en termes d'importation. On accepte d'importer des produits qui seront produits avec un niveau de normes moins important que chez nous. Et on prend en charge les perdants. C'est-à-dire ceux qui sont effectivement laissés sur le compte. On leur dit, écoutez, on ne veut plus de votre activité. On vous accompagne pour en faire une autre et qui soit effectivement compatible avec nos normes à nous. Ce sont des choix. C'est un tableau assez négatif de dire que l'agriculture française pendant des années a été exportatrice et maintenant devrait importer des produits. Mathieu Hoc, on rappelle que cette loi elle va concerner la betterave, les pommes de terre, les cerises et les noisettes. Est-ce que vraiment ça va changer la donne pour l'agriculture française? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être élargir au blé, au colza? En fait, quand vous regardez l'agriculture française, ce qui est très marquant, c'est que vous avez quelques filières. En réalité, on parle de modèle agricole excédentaire. Déjà, sur les 9 premiers mois de l'année 2025, l'agriculture française est déficitaire sur sa balance commerciale. C'est historique. Ça n'était jamais arrivé depuis 50 ans. Donc ça, c'est le premier point. Et surtout, c'est qu'en fait, nous, on avait travaillé dessus. En fait, il y a 3 filières agricoles qui, en fait, masquent une myriade de déficits. Vous avez effectivement la filière viticole, c'est celle qui exporte le plus, la filière agroalimentaire et les blés. Et les blés, depuis la guerre en Ukraine, sont en difficulté. Donc, un des enjeux que l'agriculture française a, c'est que vous avez une myriade de filières. Vous avez cité des filières, la betterave, les noisettes, les fruits également. On pourrait rajouter aussi la pêche, qui sont aujourd'hui structurellement importatrices. Et ne pas mettre en place cette loi
qui ont donc d'exemption sur certains pesticides dans ces filières-là, eh bien ça veut dire que vous continuez à entraîner vers le bas ces filières parce qu'elles sont devenues non compétitives à l'export. Je voudrais quand même qu'on passe à un autre sujet qui est important. Juste un point à rajouter, si vous m'y autorisez. Très rapidement, sur la balance commerciale, on fera, si je peux dire, le bilan à la fin de la foire de l'année 2026, parce qu'avec les sécheresses dramatiques que nous avons vécues, je pense que le niveau de rendement et de performance en matière d'export vont être encore en deçà quand on aura terminé l'année. Alors, il y a un texte qui est très important, qui vient d'être adopté avant la pause estivale, c'est l'interdiction des réseaux sociaux. Pour les mineurs de moins de 15 ans, la France sera le seul pays de l'Union européenne à appliquer cette mesure. C'est une promesse d'Emmanuel Macron. Ça va parler à beaucoup de parents qui nous écoutent actuellement, qui ont des adolescents, qui passent leur temps sur les téléphones. Et bien là, il va y avoir un changement majeur à partir de la rentrée. On va en parler dans quelques instants avec vous, avec Mathieu Hoc et Alexandre Malafaille de ces sujets, de ce sujet très important sur Europe 1.